Une petite précision avant de présenter Elisabeth Campbell. Comme pour ce matin, il y aura 2 interventions à la suite et les questions seront prises donc, avant la table ronde de 15 heures. Donc nous remercions vivement Elisabeth Campbell d'être parmi nous à distance. Je crois qu'il est 7 heures du matin pour vous, donc merci de nous rejoindre. Elisabeth Campbell est professeure d'histoire et directrice fondatrice du Center for Art Collection Ethics de l'Université de Denver, Colorado. Avec le soutien du National Endowment for the Humanities des États-Unis, son dernier ouvrage s'intitule Museum Worthy, Nazi Art Plunder in Post-War Western Europe, Oxford University Press 2024. Elle est également et surtout l'auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de Defending National Treasures, French Art and Heritage under Vichy, paru à la Stanford University Press en 2011, ainsi que de nombreux articles universitaires sur le pillage d'œuvres d'art par les nazis et les questions éthiques dans la gestion des musées. Cet ouvrage important n'a pas été traduit en français malgré cette tentative. Elle se serait cependant ravie que ce projet se concrétise. Avis aux amateurs. Nous avions eu la chance de l'entendre à l'INHA en 2021, donc dans le séminaire dont nous avons déjà parlé ce matin, Patrimoine spolié pendant la période du nazisme 1933-1945, conséquences, mémoire et traces de la spoliation. Son intervention s'était concentrée sur les collections séquestrées. Donc, sans oublier les travaux menés par la mission Matteoli, elle constatait que la mémoire collective française mettait en avant l'opération de sauvegarde des musées en misant un vrai projet d'acquisition, sujet dont nous avons déjà parlé ce matin. Selon elle, il faut reconnaître la volonté de certains fonctionnaires et professionnels des musées d'acquérir ces œuvres issues de collections juives après 1940 lorsqu'ils en ont eu l'occasion. Le docteur Campbell souligne également la continuité de cette approche lorsque les musées nationaux ont eu l'occasion de s'approprier des œuvres d'art non réclamées après la guerre, ce qu'on appelle aujourd'hui les MNR. Peut-être qu'elle y reviendra. Comme pour l'intervention de Claire Bonnotte que nous verrons tout à l'heure, ces 2 interventions au séminaire avaient provoqué des débats animés sur cette question de l'attitude des musées en tant qu'institution, mais aussi sur la diversité des intentions des personnes impliquées à l'époque. On l'a vu ce matin, les parcours ont pu être différents. Je lui laisse la parole. Merci Elsa pour cette amable présentation. C'est un honneur pour moi de participer à cette journée d'études aux côtés de tant d'experts de renom. Je tiens à remercier tous les membres du comité scientifique et surtout Viviane Meski pour son invitation. Participer à ces discussions est gratifiant pour moi quand j'en reviens à la mission professorale figurant dans mon premier livre, Defending National Treasures, comme dit Elsa, publié en 2011, donc il y a 15 ans. Je suis ravie que les sujets abordés dans ce livre fassent encore partie du débat public actuel et c'est clair que certains de mes arguments fondamentaux trouvent aujourd'hui un écho encore plus fort qu'à l'époque. Dans ma contribution aujourd'hui, je vais exprimer un point de vue d'historien sur le traitement par les musées nationaux aux œuvres d'art séquestrées. Et vous avez déjà une bonne introduction grâce aux interventions de Margot Dumas et Viviane Meski. C'est un sujet qui continue de susciter des débats parfois passionnés. J'ai eu l'honneur comme Elsa l'a dit, de participer à un programme intérieur par le biais de l'Institut national d'histoire de l'art lors du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme, tout comme Claire Bonnotte-Kellil que vous entendrez ensuite. Ces 2 présentations sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'INHA. Et comme Elsa a mentionné, un débat a émergé dans ces discussions sur la question de savoir si les séquestres d'art en temps de guerre, y compris ceux appartenant à les membres de la famille Rothschild, sont mieux compris en termes d'efforts de sauvegarde ou d'opportunisme des musées nationaux. Réduire ces idées très compliquées à cette dichotomie simplifie exagérément nos discussions. Ces 2 aspects sont présents, bien sûr. Les conservateurs et les fonctionnaires qui dirigeaient les musées et l'administration des musées nationaux étaient un assemblage de personnes ayant des opinions et des motivations différentes. En outre, il est rare que les points de vue personnels apparaissent dans les documents administratifs. Aujourd'hui, aux Archives nationales de France, nous avons l'accès aux archives de René Huyghe et, par exemple, sa correspondance avec Germain Bazin, ce qui révèle l'antisémitisme évident de ce dernier.
Ces documents n'étaient pas disponibles quand je faisais mes recherches vers l'an 2000. Donc, mes sources fondamentales étaient les documents administratifs et les mémoires des conservateurs et fonctionnaires de l'époque. Par rapport au sujet des œuvres d'art séquestrées, je tiens à souligner deux choses. L'intention dominante des fonctionnaires des musées nationaux et le résultat. Les archives fournissent des preuves solides de l'intention dominante d'acquérir en permanence les œuvres saisies provenant des collections juives. J'ai fait valoir ce point très clairement il y a 15 ans et Viviane Meski a également partagé ses recherches récentes très importantes. Je crois il a été déjà souligné aujourd'hui que par séquestre, nous ne faisons pas référence aux œuvres qui ont été mises en garde en 1939 grâce à Jacques Chaujar, qui a essayé de créer des dons fictifs avant la défaite. La mise en garde des œuvres d'art des collections Rothschild, David V. Kahn et Seligman, parmi d'autres, était bien un acte volontaire. Le sujet que nous adressons aujourd'hui sont des séquestres involontaires de 1941 et 1942. Alors, quelle était l'intention dominante? L'acquisition. Le résultat? La dépossession. Surtout des collectionneurs juifs. Cette forme de spoliation était généralement de court terme, mais c'était la dépossession tout de même. Concernant les arguments sur la sauvegarde, il est évident que ces mesures ont gardé les œuvres d'art sur le sol français. Et bien sûr, il y a un élément de protection. Cependant, que devons-nous souligner? Pendant la période d'occupation, ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre de nombreuses lois antisémites imposées par les autorités allemandes et françaises qui ont permis le pillage allemand, la spoliation française et finalement la Shoah. Il nous incombe de tenir compte de ce passé et de comprendre la déposition des propriétaires juifs dans son propre contexte. En outre, les séquestres en temps de guerre nous aident à comprendre les attitudes et les politiques françaises à l'égard d'autres caches d'art dans la période d'après-guerre, mises en œuvre en grande partie par les mêmes personnes. Je fais référence aux œuvres d'art qui ont été rapatriées en France, ont été considérées comme sans propriétaires et sont restées sous la tutelle des musées nationaux, c'est-à-dire les œuvres connues sous la rubrique des MNR. Donc, je vais conclure avec quelques réflexions sur les aspects de la continuité dans les intentions et les actions du personnel des musées nationaux au milieu des ruptures politiques avec le retour à la légalité républicaine. En fin de compte, malgré la poursuite continue de la justice et les efforts de recherche et de restitution, nous devons reconnaître le pouvoir de possession par les musées nationaux au détriment à long terme des propriétaires juifs. Donc, d'abord, je voudrais partager mon expérience en conduite de la recherche, ce qui me permettra de présenter aussi un résumé de l'historiographie de ce sujet. J'ai commencé ces recherches en tant qu'étudiante pour une thèse de doctorat en histoire à la fin des années 90, moment où, bien sûr, le sujet du pillage de l'art nazi et de la politique française à l'égard des MNR était assez controversé. Au cours de ma première année d'études supérieures à l'Université de New York, j'ai suivi un séminaire sur la politique culturelle française avec l'historien français Pascal Horry, alors professeur invité à New York, qui a, comme vous le savez sans doute, été élu à l'Académie française en 2021. Pascal Horry a eu un impact profond sur mon trajectoire intellectuelle et j'ai demandé son avis pour mon sujet de thèse. J'étais fascinée par toutes les complexités de la période de l'occupation, en particulier par l'histoire culturelle. Et il m'a suggéré d'étudier les notions de patrimoine national sous Vichy. Ce domaine de l'histoire culturelle avait été largement étudié pour la période d'après-guerre. Et Pascal Horry lui-même avait abordé les politiques du Front populaire pendant les années 30. Toutefois, la période de l'occupation présentait encore des lacunes. J'avais lu les études pionnières, par exemple, de Laurence Bertrand d'Orléac, avec sa perspective d'historienne et d'historienne de l'art.
et aussi de l'auteur américain Lynn Nicholas sur les pillages allemands et la récupération réalisée par les officiers culturels des pays alliés. Parmi les journalistes, en 1995, Hector Feliciano a mis en lumière le sujet des MNR en utilisant surtout des sources des archives américaines, comme les archives françaises étaient encore classées. En plus, avec Philippe Daja, Feliciano publie dans Le Monde des articles qui mettent en lumière ce sujet, même si le titre du second article n'est pas exact, comme les œuvres n'étaient pas tous pillées par les nazis. Mais quand même, ce sont des articles importants. En réponse à la controverse qui en a résulté, les musées de France ont organisé un colloque en novembre 1996 dont les actes ont été publiés. Feliciano était parmi les intervenants, mais le message prépondérant dans ses textes soulignait l'importance de l'activité de résistance de Jacques Jaujard et de Rose Valland. Donc, on y voit Jacques Jaujard, très grand directeur, bien mérité, et aussi l'action importante de Rose Valland. Dans ce contexte, j'avais aussi lu le Front de l'Art de Valland et je connaissais bien son travail de résistance héroïque. Donc, tous ces textes ont informé ma perspective vers la fin des années 90. En consultation avec Pascal Horry et d'autres historiens, j'ai décidé de me concentrer sur la politique française à l'égard du patrimoine artistique sous Vichy, c'est-à-dire les musées, les monuments historiques et les réformes archéologiques. C'est l'étude qui est devenue éventuellement mon premier livre. Pour mes recherches aux archives, Pascal Horry m'avait recommandé de visiter les archives des musées nationaux. C'était en 1998 et la salle de lecture était donc toujours située au Louvre. Et quel plaisir d'y mener des recherches dans un local si historique et charmant. Néanmoins, c'était une période très sensible pour mener à bien cette recherche et les documents liés aux collections juives étaient encore classés. Pourtant, j'ai pu consulter un instrument de recherche contenant les titres des séries Les collections juives 1940 à 1944. Je n'avais pas prévu de me concentrer sur ce sujet, mais je savais que si les archives des musées nationaux possédaient ces documents, alors c'était pertinent. On m'a d'abord dit qu'il n'y avait pas des documents que je cherchais. Peut-être parce que j'avais décrit ce projet comme une étude de patrimoine artistique, ce qui évoque des monuments historiques. Cependant, j'avais noté les informations de l'instrument de recherche et j'ai soumis la demande de dérogation au ministère de la Culture, ce qui a été accepté. Ces lettres en papier, pour moi, étaient aussi importantes que mon passeport. Je suis retournée un an plus tard avec les papiers en main pour effectuer ces recherches. J'ai également mené des recherches aux archives nationales et à la Bibliothèque nationale. Dans mon premier livre, le sujet des œuvres d'art séquestrées n'était qu'une partie d'un chapitre. D'autres chapitres traitent de l'évacuation des musées en 1939, du déplacement continu des collections publiques, de la mise en garde des collections juives en 1939, des dons fictifs et d'une loi de réforme du musée de 1941 qui était validée après la guerre. Un domaine qui m'intéressait était le budget des beaux-arts sous Vichy. Je voulais connaître les changements affectant les dépenses publiques pendant l'occupation. J'ai donc examiné des documents sur le budget aux archives nationales. Au premier coup d'œil, au moins pour moi, ce sont des rapports assez arides, pas très intéressants pour une historienne de la culture. Toutefois, dans ces grandes piles de documents financiers, j'ai commencé à voir quelque chose d'intéressant. Des lettres demandant une énorme augmentation des dépenses pour acheter des œuvres des collections juives, avec une intention particulière aux collections d'Henri et de Maurice de Rothschild. C'était curieux. Pourquoi les musées français essayaient-ils d'acheter des œuvres des collections juives? Les documents ici datent de 1941, mais j'ai trouvé aussi dans ces archives que vers janvier 1942, le ministère des Finances a autorisé un crédit spécial de 60 millions de francs pour les œuvres d'art séquestrées et en plus 6 millions pour l'achat des œuvres dans les ventes publiques. En revanche, le budget initial pour l'acquisition des œuvres d'art en 1942 était d'environ 7 millions de francs.
Donc, le crédit spécial permettait un budget d'acquisition 9 fois supérieur au montant initial. En mars 1942, le ministère des Finances a permis cette hausse de budget afin de garder ces œuvres dans le patrimoine national. J'ai lu ce document et je me suis demandé, les collections juives font maintenant partie du patrimoine national. C'est une idée qui est contraire à la narrative de la résistance dans l'administration des musées nationaux que j'avais lu si souvent dans d'autres textes. En face de cette évidence, aujourd'hui, des personnes parfois disent que les musées nationaux sous Vichy jouaient une sorte de double jeu. Selon cette interprétation, les fonctionnaires utilisaient ce processus et cette terminologie dans une stratégie de protection des œuvres d'art. Rose Valland le décrit ainsi dans Le Front de l'Art, publié en 1960, disant que c'était une entreprise de sauvetage. Il ne s'agissait en aucun cas, expliquait-elle, de profiter d'acquisitions faciles et avantageuses, mais de sortir du champ des convoitises allemandes les œuvres d'art menacées, en les intégrant pour les durées d'occupation aux collections publiques, qui jusqu'à alors paraissaient intouchables. C'est une interprétation répétée par Lucie Mazorik, la conservatrice et épouse d'André Champson. Sous l'occupation, elle assistait à la protection des œuvres d'art du Louvre, mises en dépôt à Montauban, en travaillant avec René Huyghe. Selon Mazorik, on souhaitait faire régulariser au plus vite une acquisition simulée des chefs-d'œuvre pour que les Allemands ne puissent pas les revendiquer comme des œuvres d'art appartenant à des Juifs. Et c'était le seul moyen de les garder en France pendant cette période critique. Par ailleurs, dans le volume sur les pillages et l'expoliation des biens culturels du rapport de la mission Mattioli publié en l'an 2000, un traitement très bref note que le projet a été un moyen imaginé par les musées français pour tenter de mettre les collections à l'abri des appétits nazis. Ce rapport a été publié pendant que j'effectuais ma recherche en l'an 2000, en utilisant souvent les mêmes archives. Ces paragraphes du rapport ne correspondaient pas aux preuves que je voyais dans les documents. Donc pour moi, pour le rapport qui globalement fait face à la spoliation des biens juifs, a raconté seulement une partie de cette histoire. Les personnes qui défendent l'administration des musées nationaux sous Vichy ont dit aussi que l'aspect financier des séquestres est une budgétisation fictive, qu'il s'agit d'un compte public créatif entre différents bureaux et que les paiements ne sont pas vraiment effectués. D'accord, mais il y a une question beaucoup plus importante à soulever ici. Encore une fois, quelle était l'intention dominante et quel a été le résultat? Une lecture attentive et plus critique des archives, et non pas les mémoires du personnel du musée, révèle que l'objectif de ces hommes avec le pouvoir qui autorisait ces achats en 1941 et 1942 n'était pas du tout fictif. En fait, ces conservateurs des musées nationaux et de province avaient, avec l'influence, voulu profiter de l'occasion inespérée d'augmenter leur collection. C'est clair. Nous avons les documents peut-être les plus clairs de René Huyghe. Et il faut noter, c'est un écrivain et historien de l'art très important, bien sûr. Élu à l'Académie française en 1960, il a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, notamment le rang de grand officier de la Légion d'honneur et la Grande Croix de l'Ordre national de mérite. Il est l'auteur de nombreux livres et c'est une carrière très impressionnante. Pendant l'occupation en juillet 1941, Huyghe, alors conservateur des peintures au Louvre, en écrivant à Jacques Chaujar de Montauban, a expliqué que la collection de Robert de Rothschild était déjà dans le dépôt et que celle de Maurice arriverait prochainement. Selon les domaines, la vente publique des collections allait se dérouler dans 2 ou 3 mois. Selon Huyghe, les collections Rothschild comportaient des pièces de premier ordre d'un type de plus en plus difficile d'acquérir pour un musée comme le Louvre. Selon Huyghe, au cours des dernières années, le Louvre était devenu incapable d'acheter des œuvres d'une telle qualité à cause de la montée des prix sur le marché. Néanmoins, grâce à l'occasion exceptionnelle de la vente des domaines, les musées ont pu demander un crédit à l'État afin d'acquérir les œuvres.
Dans ce cas, selon lui, l'opération ne serait pas seulement financière, mais aurait un bénéfice moral et culturel. Il poursuit. Le souci que montrerait l'État de maintenir la politique d'accroissement du musée du Livre du Louvre serait en même temps la marque que la défaite n'a amené aucun relâchement en France et que notre pays se considère fidèle à sa mission de civilisation. Justement, ces collections riches intéressaient vivement plusieurs conservateurs qui ont examiné les objets à Montauban en octobre 1941, une réunion que Claire Bonnot-Kellil va examiner dans la prochaine intervention. Parmi les participants figuraient André Champson, Marcel Aubert, historien de l'art et conservateur de sculpture au Louvre, et Charles Maréchal Beaupré, conservateur du Musée national du château de Versailles. Selon Lucie Mazoric, aussi à Montauban avec son mari, cette occasion a permis une convivialité retrouvée. En ce qui concerne les objectifs de ces conservateurs, bien sûr, au sein de ce groupe d'hommes, il y avait des valeurs, des croyances, des priorités différentes. Et pour certains, une volonté surtout de les protéger des Allemands et non d'enrichir le patrimoine national français. Cependant, pour d'autres, c'est une occasion inespérée pour les acquisitions des musées. C'est l'intention dominante et le service des musées nationaux a poursuivi un processus d'acquisition. En fin de compte, comme vous le savez, les musées français n'ont pas acquis légalement ces œuvres d'art séquestrées. Dans la narrative d'après-guerre, on voit aussi une justification de la résistance. En janvier 1946, Jacques Chaujar, promu à la position de directeur des arts et lettres, a écrit un ordre de rétrocession pour le Conseil d'État avec la narrative qu'on voit dans les mémoires de ses collègues. L'acquisition pendant la guerre n'a été qu'une façon de protéger les collections des pillages allemands et de les garder en France. Selon Mazoric, le projet d'acquisition simulé a été fait avec l'idée que, dès que la guerre serait finie, les objets seraient rendus à leurs propriétaires. Et c'est ce qui a eu lieu. Bien sûr, nous savons aujourd'hui que c'était une perspective trop simple. Viviane Mesqui, par exemple, nous montre que ce n'est pas le cas en ce qui concerne les objets de la collection d'Henri de Rothschild, qui étaient conservés au Musée national de céramique à Sèvres. Et on peut se poser la question si l'État n'a pas conservé la quasi-totalité des œuvres séquestrées. Et, en fin de compte, les musées nationaux n'ont pas vraiment payé pour ces œuvres. Quelle est l'importance de cet épisode? Alors, cette question nous mène au sujet de mon deuxième livre, Museum Worthy ou Muséable en français. Les œuvres sous les tutelles et ce sont des œuvres non réclamées en France, en Belgique et aux Pays-Bas. En France, dans la correspondance concernant les œuvres d'art non réclamées, il y a des échos frappants des attitudes de la période de la guerre envers les œuvres provenant des collections juives. Bien sûr, il y a des complexités légales et administratives, et je n'ai que quelques minutes pour en présenter ces idées, mais il faut souligner une continuité dans les intentions au détriment des propriétaires. Ces œuvres, connues sous la rubrique MNR, bien entendu, ne sont pas toutes des œuvres pillées et ne proviennent pas seulement des collections juives. Mais quelle était l'intention dominante après la guerre? L'appropriation. Et le résultat? La dépossession prolongée dans trop de cas. Il y a donc une continuité indéniable dans l'approche envers les biens orphelins qui s'explique aussi par la continuité du personnel de la période de l'occupation à l'après-guerre. Ils étaient unis dans une mission de protection du patrimoine artistique français à travers toutes les ruptures politiques avec le retour à la légalité républicaine. C'est sur ce point où vous verrez peut-être une différence d'opinion entre moi-même et Claire Bonnot-Kellil, qui en voit, je pense, une continuité plutôt avec la mise en garde volontaire des œuvres d'art en 1939 pour souligner les tentatives de sauvegarder les œuvres. Donc, avec tout le respect que je vous dois, je pense que nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur ce point parce que pour moi,
il faut surtout souligner la continuité avec les politiques d'après-guerre. En outre, le fait que certains conservateurs aient rétabli des relations amicales avec les collectionneurs juifs après la guerre, y compris avec des dons importants au musée, c'est une normalisation qui n'efface pas l'action des musées nationaux pendant la guerre au détriment des collectionneurs juifs. Donc, pour conclure, dans un effort de garder en France des pièces de ce que l'on considérait comme le patrimoine artistique français, avec des notions floues entre la propriété privée et le patrimoine national, dans un contexte de nombreuses mesures antisémites, allemandes et françaises, le personnel des musées a très vite développé des stratégies d'acquisition. L'intention dominante était l'acquisition et le résultat était la déposition, donc une forme de spoliation. Après la guerre, avec d'autres œuvres d'art provenant au moins d'une partie des collections juives, nous voyons encore une volonté claire d'appropriation, même si ces œuvres ne sont pas légalement acquises dans les collections publiques. Le résultat est la prolongation de la déposition, surtout des victimes juives, à travers des générations des descendants. Comme vous le savez, les recherches sur la provenance se poursuivent et beaucoup de progrès ont été réalisés ces dernières années. Nous devons comprendre cet aspect de l'histoire pour demander justice aujourd'hui. Comme le montre l'étude de cas consacrée à la collection d'Henri de Rothschild avec la découverte des documents et la provenance des objets découverts, il s'agit d'un travail de longue haleine visant à faire face à ce passé, à rendre hommage aux victimes et à rendre justice à leurs descendants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, pardon. Donc je vous propose d'enchaîner avec l'intervention de Claire Bonnotte-Kellil et donc nous prendrons les questions après. En attendant que le PowerPoint s'installe, je vais présenter donc Claire Bonnotte-Kellil est historienne de l'art et collaboratrice scientifique au Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon depuis 2017. Lorsqu'elle est chargée d'études et de recherche à l'INHA entre 2004 et 2008, elle reclasse les fonds de Gaston Brière, conservateur en chef au château de Versailles et notamment sa correspondance dans les années 30. Ce conservateur avait pris la direction des dépôts instaurés dans le château de Brissac, mais était resté en contact avec les équipes du château de Versailles pendant l'occupation. Elle s'intéresse depuis à l'histoire du château pendant l'occupation. En 2018 paraît son ouvrage, avec le beau titre « Le soleil éclipsé, le château de Versailles sous l'occupation, activité du musée », entre mise à l'abri des collections et politique d'acquisition sous la présence de l'occupant installé au château. Elle aborde déjà la question des séquestres et des achats lors des préemptions au musée. En 2021, elle organise une journée d'études à Versailles, les châteaux musées franciliens et la guerre, une protection stratégique 1939-1945. Les actes du colloque, sous sa direction et celle de Christina Cotte, paraissent en 2024 aux éditions Hermann. Dans la lignée de ses recherches, un programme de recherche, Châteaux et musées en Europe, à l'épreuve de la guerre, dirigé donc encore avec Christina Cotte, au sein du centre de recherche du château de Versailles, et la poursuite de ses travaux. Et Claire Bonnotte, on l'a dit, est aussi intervenue lors du séminaire de l'INHA sur le patrimoine spolié en juin 2023 à l'INHA. Son intervention, les acquisitions sous séquestre des musées nationaux durant l'occupation, les collections du château de Versailles à la lumière des sources 1940-1949, on l'a dit, avait encore provoqué des débats. Cette question des séquestres a aussi fait l'objet d'un article dans la revue d'histoire de la Shoah en 2024, le rôle des musées nationaux français dans le processus des séquestres artistiques 1940-1944, l'exemple du château de Versailles à la lumière des sources. On voit que le titre a changé, les musées sont devenus acteurs du processus. Je lui laisse la parole pour découvrir cette question de Montauban. Merci beaucoup Elsa. Alors je suis ravie que nous ayons pu mettre en œuvre cette journée d'études et souhaite exprimer ma reconnaissance la plus vive au Mobilier National qui a organisé cet événement d'une main de maître. Participer à ce comité scientifique est pour moi un immense honneur, doublé d'un plaisir
car nous nous sommes entendus tous les 5 à merveille. Comme vous avez pu l'entendre ce matin, j'ai eu la chance d'avoir été assez tôt associée à l'incroyable découverte de Viviane Meski. Chère Viviane, je garde un souvenir très ému de nos premiers échanges et de cette émulation qui était la tienne en cette fin d'année dernière. Une trouvaille vertigineuse après 80 ans d'indéfinissable amnésie. Alors, il est vrai que le sujet des séquestres... je sais peut-être pas le... Ah, peut-être je vais faire comme ça. Il est vrai que la question des séquestres... Ah, ça ne marche pas non plus. Ah, j'ai tout cassé. C'est dommage, j'ai un super PowerPoint. Voilà, bon, très bien. Avec les flèches, là, comme ça, oui, ok. Alors, où en étais-je ? Il est vrai que ce sujet des séquestres m'est relativement familier depuis quelques années, même si mon périmètre de recherche s'est borné jusqu'à très récemment à mon précaré versaillais, très beau précaré, on en conviendra tous, notamment à travers l'étude d'archives au demeurant sensibles conservées dans mon établissement muséal. Mais pour être tout à fait honnête, je ne saurais dire combien le traitement de ce dossier, alors pas forcément ce dossier d'archives, mais bien d'autres, s'est révélé complexe pour moi à l'image de la laborieuse conférence que j'ai donnée sur ce thème à l'INHA le 23 mai 2023 sous le regard inquiet de David Zivi et d'Inès Rottermund-Reynard. Une vidéo d'ailleurs étonnamment mise en ligne il y a 3 ans jour pour jour, le 9 juin 2023. Depuis cette date, je me suis rattrapée grâce à l'historien Jean-Marie Dreyfus qui m'a offert l'année suivante la possibilité de restituer mes recherches dans la prestigieuse revue d'histoire de la Shoah. Aujourd'hui, à l'occasion de cette journée d'études, donc ce n'est pas sous la bannière et le prisme versaillais que je souhaite vous exposer l'avancée de mes travaux, mais sous un angle plus général, autrement dit, je vais prendre de la hauteur. En préparant cet événement, David, Elsa, Margot, Viviane et moi réfléchissions à un visuel et celui qui nous a paru le plus pertinent, pour ne pas dire le plus symbolique, était cette photo de groupe prise le 6 octobre 1941 à l'Institut Calvin de Montauban lors de l'examen des œuvres de Maurice et de Robert de Rothschild mises sous séquestre par l'administration des domaines. Parmi eux figurent notamment 7 conservateurs des musées nationaux et un conservateur de la Bibliothèque nationale. Vous n'imaginez pas combien cette photographie me questionne depuis un petit moment. Mais avant de la décrypter avec vous, il me faut revenir sur le périple de ces collections jusqu'à Montauban. En raison des 25 minutes qui me sont imparties, l'exposé des faits tiendra du survol. Et vous m'excuserez par avance de toutes les impasses de ce discours. En tout cas, je vais faire au plus vite pour tenir dans le temps. Acte 1, le dépôt à Montauban des œuvres mises sous séquestre provenant des collections de Robert et Maurice de Rothschild. C'est difficile pour moi de vous parler tout de suite de Montauban sans dire d'où venaient évidemment les œuvres. Alors, quelles œuvres ces historiens de l'art étaient-ils venus examiner précisément à Montauban en ce début du mois d'octobre 1941 ? Alors, contrairement à d'autres grands collectionneurs, Maurice et Robert de Rothschild n'avaient pas confié leurs biens à la garde des musées nationaux en 1939. On peut d'ailleurs se poser la question pourquoi. Elles étaient restées dans leur propriété ou dissimulées en zone libre ou en zone occupée. On l'a évoqué d'ailleurs ce matin. Tous deux ayant quitté le territoire, ils sont frappés par cette fameuse loi de déchéance de nationalité du 23 juillet 1940. Les œuvres dont il va être question ont été saisies en plusieurs endroits par l'administration des domaines, très probablement à l'occasion de dénonciations avant d'être rassemblées à Montauban. La première saisie concerne les œuvres de Robert de Rothschild, donc ce grand collectionneur appartenant à la branche française. Alors, il va y avoir un premier lot, et là, voilà, ce premier lot, je commence à vous montrer des photographies, une saisie de début du mois de mai 1940, 14 caisses d'œuvres d'art découvertes dans une grange au hameau de la Chaumette sur la commune de Rimez, dont une caisse de tabatière, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ce dossier a été étudié dès 2019 par Benoît Ficignac, archiviste en poste aux archives départementales de Mende, en Lozère, que je remercie infiniment, qui nous écoute, d'ailleurs, d'avoir partagé ses recherches avec une très grande générosité.
Ces caisses ont été mises sous séquestre par l'administration des domaines dès le 9 octobre 40 et à la fin du mois, elles sont transportées dans la prison de Mende. Et là, vous avez justement toutes les publications, enfin 2 articles fondamentaux écrits par Benoît. Alors, le deuxième lot appartenant toujours à Robert de Rothschild, il s'agit cette fois-ci de 15 autres caisses mises au jour au même moment, soit au début du mois d'octobre, dans une maison à Saint-Chély-d'Apcher, au 33 rue Théophile Roussel. Là, c'est encore une fois les travaux de Benoît qui ont pu le révéler, appartenant à un ingénieur dénommé Jacques Aguillon, également conseiller général de la Lozère, et qui était, selon les travaux de Benoît, un ami proche de Robert de Rothschild. Ils s'étaient connus dans leur promotion à l'école des mines. Ces caisses sont également saisies, puis mises sous scellé. Un premier inventaire est constitué par les domaines. Alors on y trouve notamment un meuble ayant appartenu... Alors je vais passer parce que... Voilà, pour gagner un petit peu de temps... un premier inventaire est constitué par les domaines. Donc on y trouve notamment un meuble ayant appartenu à Marie-Antoinette, portant la marque du garde-meuble de la reine. Et je vous demande de prêter attention à ce meuble parce qu'on le retrouvera un peu tout le long de mon discours. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les choses ne se font pas en catimini, comme en prouvent ces échos dans la presse nationale. Alors, différents titres, 36 caisses d'objets appartenant au Rothschild. Alors, au départ, on ne sait pas trop à qui elles appartiennent. D'ailleurs, il y a le nom de Rothschild, mais il n'y a pas forcément le nom de Robert qui est associé. D'ailleurs, il y a une coquille qui est assez amusante dans le deuxième article en partant du haut. Les trésors des Rothschild sous ces caisses, on voit 2 localités de la Moselle, comme quoi, des fois, l'information, il faut s'en méfier. 4 novembre 1914, on transfère également ce deuxième lot donc à la prison de Mende. Ces 2 lots, j'ai mis une vue de la prison de Mende, j'ai cherché, je pense que c'est celle-là, mais sans vous assurer, au moins je vous ai mis une image. Ces 2 lots donc, appartenant à Robert de Rothschild vont désormais suivre la même trajectoire et sont transférés à la mi-avril 1941 à Montauban. Ce transfert s'effectue en présence d'André Chanson, conservateur adjoint du château de Versailles, en charge du dépôt de Montauban. Avec René Huyghe, ils se partagent un petit peu la direction de ce dépôt. Ils signent ici le procès verbal, donc provenant toujours des archives de la Lozère. On retrouve ici la fameuse caisse de tabatière que j'ai entourée. Lucie Mazoric, dont a parlé tout à l'heure Elisabeth Campbell, épouse André Chanson et travaillant également pour les musées nationaux, en relatera le récit dans l'après-guerre. On relèvera d'ailleurs une incohérence entre... alors attendez, hop, voilà, je change d'image. Une incohérence évidente entre les informations contenues dans les archives et ce témoignage. Comme vous avez pu le constater, ces caisses qu'elle qualifie d'épaves n'ont pas été retrouvées, abandonnées sur des routes d'Auvergne. Et son récit, enfin voilà, j'ai mis en gras ce qui me paraissait être important, mais Elisabeth d'ailleurs en a mentionné plusieurs passages. Alors pour compléter mon discours, voilà une carte. Je remercie mon papa de m'avoir aidé justement à faire cette carte. Donc vous voyez le crédit. Voilà, pour montrer un petit peu justement le parcours de ces caisses, parce que c'est pas forcément évident. Donc vous voyez, il y en a 2 prises, donc Saint-Chély-d'Apcher, Rimez. Ensuite, elles descendent donc à Mende, puis ensuite à Montauban. Donc vous voyez un petit peu le circuit. Donc on va du nord vers le sud-ouest. Alors, attardons-nous désormais au 3e lot. 3e lot provenant des collections, cette fois-ci, de Maurice de Rothschild, donc cousin éloigné de Robert de Rothschild, appartenant à la branche franco-suisse. Le sénateur des Hautes-Alpes est banquier et, comme vous le savez, un éminent collectionneur. Et donc, ce sont 46 caisses d'œuvres d'art et 58 rouleaux de tapisserie lui appartenant qui sont saisis dans le sud-ouest, alors que ce dernier avait envoyé en 1939 une grande partie de ses collections en Gironde, dans son château Laffitte. Il en reste néanmoins en région parisienne. Voilà, je n'ai pas le temps malheureusement de le développer, mais en voici également les faits. Donc, les œuvres sont retrouvées à Argelès-Gazos, au rez-de-chaussée d'un immeuble. C'est un peu la même histoire que pour Robert de Rothschild. Un immeuble appartenant à une certaine Madame Escougnou, face au domicile de Maître Labourdette, notaire, qui en serait le gardien. Le 13 septembre 1940,
Les caisses sont mises sous séquestre et transférées au château fort de Lourdes. 6 jours plus tard, l'expertise est confiée à Georges Aimable Boulade, conservateur du musée des Beaux-Arts de la ville de Pau, et Paul Lorbet, ou Libert, pardonnez-moi, je ne sais, j'avoue ne pas trop savoir, archiviste paléographe du département des Basses-Pyrénées. Je remercie d'ailleurs ma collègue Florence Saragoza du musée de Château de Pau pour les informations fournies à ce sujet. Alors, comme pour Robert de Rothschild, la découverte de ses œuvres n'est pas inconnue de la presse, comme vous pourrez le constater. Et de nouveau, alors vous voyez des titres, on évoque déjà une estimation de 50 millions pour ces œuvres d'art. Une nouvelle carte. Ces caisses donc, sont transformées à Montauban le 3 septembre 1941 en convoi. C'est une entreprise spécialisée manifestement à laquelle on fait appel, en fourgon blindé, placé sous escorte jusqu'à Montauban, et la réception est faite notamment par René Huyghe, dont on a beaucoup parlé, conservateur du département des peintures du Louvre et chef du dépôt de Montauban. Donc c'est un peu le contraire que les œuvres de Lozère. On voit, elles remontent cette fois-ci de l'ouest vers le nord-est. Donc, à 5 mois d'intervalle, les collections de Robert et Maurice de Rothschild, saisies par les domaines en zone libre, se retrouvent donc à Montauban, où se trouvent déjà des œuvres des monuments nationaux repliés. Montauban est effectivement un lieu de dépôt des musées nationaux, plus précisément du département des peintures du Louvre, au sein du musée Ingres, qui dispose de 2 annexes. Alors justement, je vous ai mis ici une vue de ces caisses entreposées, donc des collections du Louvre dans ce musée. Mais le musée Ingres, enfin le dépôt dispose aussi de 2 annexes sur la même rive droite du Tarn, le collège Saint-Théodard tout au nord, et l'Institut Calvin, dont je vais beaucoup vous parler. Ces différents dépôts sont dirigés par René Huyghe, donc conservateur de ce même département, et André Chanson, qu'on a évoqué tout à l'heure. Ce sont d'ailleurs les mêmes équipes de gardiens qui surveillent ces 3 dépôts. Donc, je vous ai mis ici une photographie qui m'a été signalée par Ophélie Jouan. Je ne sais pas si elle est là. En tout cas, je remercie Ophélie parce que justement, je vous demande de prêter attention au jeune homme qu'on voit au premier plan. J'avais mis une petite flèche. Et en tout cas, on reconnaît bien la grille du musée Ingres avec une vue actuelle. Je passe, voilà, on pourrait évoquer la venue en novembre 1940 du maréchal Pétain dans ce musée Ingres. L'Institut Calvin est une faculté de théologie protestante dotée d'un espace hospitalier. Alors, je vous ai mis ici une carte postale ancienne, mais on le voit. J'ai mis aussi une flèche pour vous montrer le bâtiment depuis la rive du Tarn. C'est aujourd'hui une vue rapprochée. C'est aujourd'hui une maison de retraite. Alors l'espace de cet Institut Calvin est loué à un certain monsieur de Védrine, capitaine de vaisseau, directeur de l'Institut, et par l'administration des domaines du Tarn-et-Garonne. Les œuvres sont... Alors, j'ai retrouvé... Voilà, là, c'est parce que je trouve ça amusant. Il y a aussi des colonies de vacances qui viennent à l'Institut Calvin, donc ça date de 1936. Un petit plan retrouvé dans les archives des musées nationaux, dans le dossier de Montauban. Voilà, les œuvres séquestrées par les domaines et provenant de ce séquestre Rothschild sont entreposées au premier étage dans la grande salle de l'ancienne bibliothèque. Maintenant, je n'ai pas de vue à vous montrer. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. L'acte 2, la préparation d'un déplacement général à Montauban, était automne 1941. Alors, une grande agitation règne autour de ce patrimoine séquestré. En juin 1941, nous avons le déplacement de Jacques Jaujard et de Louis Hautecoeur au dépôt de Montauban. Jacques Jaujard y retourne d'ailleurs le 20 août. Ces œuvres attirent les plus grandes convoitises, comme l'illustre cette lettre de René Huyghe, mais je ne vais pas m'y arrêter parce que Elisabeth Campbell vient de l'énoncer, vient de l'analyser, donc ce serait perdre du temps, mais j'ai mis exactement en exergue les mêmes passages qu'elle a pu également faire tout à l'heure. Dès l'été, René Huyghe va dépêcher un photographe indépendant travaillant pour le compte du musée du Louvre, Alexandre Séarle, alors âgé de 47 ans. Et là, je remercie vivement Isabelle Teussise, documentaliste scientifique au Centre de ressources des études muséales et de l'histoire du Louvre, qui m'a transmis ces informations. Alors là, vous ne voyez rien.
j'imagine, mais en fait avec l'accord du Kunstschutz, donc le service de protection des œuvres d'art allemand en territoire occupé, Alexandre Searle est envoyé à Montauban muni de 2000 plaques photographiques, avec bien évidemment un laissez-passer afin de remplir sa mission au dépôt de Montauban. Le 29 septembre, la liste des conservateurs est établie, donc la liste des conservateurs des musées nationaux, donc envoyés à Montauban, constituée, comme l'atteste ce télégramme envoyé au directeur de l'enregistrement des domaines à Toulouse. Donc on organise ainsi à Montauban le déplacement de 6 conservateurs, dont 4 du seul musée du Louvre, sachant qu'il y a René Huyghe sur place. Il manque Georges Salle, conservateur au département des arts asiatiques du musée du Louvre. Nouveau directeur du musée Guimet, qui ne peut être présent manifestement, faute d'avoir pu recevoir à temps un laissez-passer lui permettant de franchir la zone de démarcation. Ses collègues vont donc devoir effectuer une sélection à sa place pour le compte du musée Guimet. Alors, je n'ai pas trouvé de lettre de mission pour les uns et pour les autres. Il n'y a pas de lettre de mission, comme l'a montré ce matin Viviane, pour les œuvres d'Henri de Rothschild à Friedland. J'ai retrouvé un seul hors de mission, c'est celui-ci, celui de Jean Porcher, conservateur donc, du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Alors Martine Poulain en parlerait bien mieux que moi. Ce dernier est connu sous la réputation des bibliothèques des Rothschild et d'ailleurs nommé contre son gré à la tête de ce département. Acte 3. Ça va, vous me suivez, je ne vais pas trop vite. J'essaye de vous exposer vraiment les faits dans toute leur complexité. Acte 3, le séjour montalbanais et ses conséquences. Donc après un déplacement que j'imagine en train, c'est pour ça que je vous ai mis cette jolie petite carte postale, pour ceux venant de la région parisienne occupée, tous ces protagonistes se retrouvent à Montauban à partir du 4 octobre 1941, date à laquelle ces hommes, aucune femme, bien évidemment, preuve à l'appui, se retrouvent afin d'examiner ses œuvres, réviser les inventaires déjà constitués par les domaines et établir les listes de choix en vue des préemptions. Alors d'autres personnalités assistent à ces sessions, notamment des représentants des domaines, et les opérations se déroulent jusqu'au 6 octobre, date à laquelle notre fameux photographe Alexandre Searle prend ce fameux cliché. Par la suite, seuls restent sur place encore quelques jours Georges Fontaine et Charles Montrichaud-Beaupré. Alors je vous ai mis en légende justement tous ces personnages. On retrouve en numéro 1, on voit bien mes petits chiffres, oui, c'est visible. Le petit jeune homme qu'on voyait tout à l'heure, c'est un étudiant en histoire de l'art qui appartenait au chantier de la jeunesse. Et il est missionné dès le 1er octobre 1941, donc je pense qu'on voit qu'il a l'air content en tout cas d'être présent sur cette photo. Voilà, je ne vais pas détailler, sachant que je vous ai mis un petit peu l'inventaire de tous ces personnages. Alors, je voulais simplement dire, parce que voilà, je n'ai pas beaucoup de mérite sur l'identification de ces personnalités, puisque j'ai été fortement aidée par le revers. Parce qu'en fait, on connaît ces photos en 2 exemplaires. Le premier exemplaire, il est à Versailles, dans un fonds qui nous a été donné par les descendants de Charles Montrichaud-Beaupré il y a quelques années. Et un deuxième exemplaire qui se trouve au centre de ressources des études muséales et de l'histoire du Louvre, donc au musée du Louvre. D'ailleurs, c'est amusant. Donc, en fait, j'ai pioché les informations dans chacune de ces 2 légendes, donc au revers des photos. On voit aussi une différence de titre pour Montrichaud, ses voyages pour l'examen des caisses de. Alors, il met des initiales M et R de R. Évidemment, c'était facile à décrypter. Il nous donne la date, donc je savais exactement la date de la photo. Tandis que l'autre photographie, donc celle du Louvre, c'est photographie prise à Montauban lors de la réception du séquestre Rothschild par les domaines. En revanche, j'ai su que c'était Alexandre Searle parce que c'est dans l'inventaire établi par Christiane Olanier. Alors, je reviens juste sur la photo. Quand je vous disais que je me posais beaucoup de questions, pourquoi avoir pris cette photo ? Conserver un souvenir de cette mission. Alors on se rappelle justement, elle a évoqué tout à l'heure Elisabeth Campbell, le fait que c'était sympa, au fond elle disait plus ou moins que c'était sympathique de tous se retrouver. Avait-il conscience du caractère historique de l'instant ? Voilà, nous aurons sans doute l'occasion d'en discuter plus tard.
Chaque intervenant présent sur la photo a-t-il reçu cette photographie en souvenir? Je me suis posé la question pour Charles-Maurice Beaupré, puisque c'est marqué son nom justement en haut à droite. Et juste en petite anecdote, parce que ça ne s'invente pas, le fameux Raoul Laval, le représentant des domaines, j'ai retrouvé un petit opuscule à la Bibliothèque nationale, Comment défendre et faire fructifier son argent, publié en 1928. Ça ne s'invente pas et je trouvais quand même pertinent de le présenter. Alors, Alexandre Séarle, ah oui, une vue, parce que justement, j'ai pioché dans les photographies de la maison de retraite. Voilà, s'ils nous écoutent, parce que je leur ai envoyé le lien. On voit où est prise la photo, donc c'est dans la deuxième cour donc de cet institut. Donc Alexandre Séarle, donc muni de ces fameuses 2000 plaques de verre, va bien photographier les œuvres du séquestre jusqu'au début du mois de novembre. Et voici quelques tirages soigneusement rangés à la documentation des peintures du musée du Louvre dans la boîte Maurice de Rothschild, qu'une collègue et moi avons pu retrouver hier matin grâce aux lumières de Bénédicte Verny et Frédéric Ledu, documentalisent les lieux, et je les en remercie beaucoup, je crois qu'elles nous écoutent. Alors, elles sont rangées en enveloppe et par nom d'artiste, par ordre alphabétique. Le conservateur de la Bibliothèque nationale missionne aussi manifestement Alexandre Séarle pour faire des clichés en couleur que je n'ai malheureusement pas retrouvés. Alors je pourrais vous assommer avec des tonnes d'archives, mais allons droit au but. Oui, alors voilà, sur la répartition, parce que les conservateurs se partagent les œuvres, comme ici pour les peintures de Maurice de Rothschild, réparties entre le musée du Louvre et le château de Versailles, avec les premières estimations, toujours très basses. Alors, quels sont les musées bénéficiaires? Alors, outre le musée du Louvre, qui se taille la part du lion, le musée national de Versailles, le musée de Cluny, le musée Guimet, le musée d'art moderne, le musée des arts décoratifs, mais aussi la Bibliothèque nationale de France. Il y a une estimation, alors qui ne figure pas sur ce document parce que c'est relié aux musées nationaux, mais il y a une estimation de Jean Porcher d'un montant de 4 millions d'euros. Alors, les montants vont être sans cesse réévalués. Voilà, je n'ai pas le temps également d'en parler. En tout cas, le patrimoine de Maurice de Rothschild est toujours supérieur à celui de son cousin Robert. Comme l'indique Jacques Jaujard en 1942, ces deux séquestres constituent de beaucoup la partie la plus importante des préemptions qu'ils exercent. C'est une information qui nous livre dans une lettre du 13 novembre 1942. Pour finir, peu d'œuvres sont laissées au domaine, censées vendre le reste. Il est également envisagé, et Viviane en a parlé ce matin, que certaines œuvres puissent être réservées pour les musées territoriaux ou communaux. Donc, on comprend donc que ce déplacement à Montauban était loin d'être anodin pour ces conservateurs et a clairement dû marquer les esprits. Alors, quels sont leurs témoignages? Alors, je ne vais pas revenir, Elisabeth aussi, encore une fois, en a parlé dans son ouvrage en date de 1967, réédité en 1978. On va aller tout de suite, là j'en avais parlé dans la conférence en 2023, de la réaction de Charles-Maurice Beaupré, que je vous lis. Je suis allée à Montauban avec nos collègues du Louvre pour des examens de caisse ou séquestres. Le résultat, et j'aime beaucoup sa formulation, en dehors de toute opinion sur le fait lui-même. Et je trouve, voilà, il livre un petit peu entre les lignes parce qu'on ne trouve pas ça, malheureusement, justement, dans beaucoup de documents, on ne trouve pas forcément l'opinion des uns et des autres. Résultat en tout cas serait important et pour le Louvre et pour Versailles. Pour le Louvre, cela augmenterait considérablement en quantité et en qualité diverses écoles, surtout le XVIIIe siècle français. Pour nous, il irait surtout la Madame Elisabeth, pardonnez-moi, une des meilleures de Madame Vigée-Lebrun, par elle-même signée, un bureau de la reine que vous avez à l'écran, et d'agréable, etc. C'est une lettre du 13 décembre 1941. Il écrit à son prédécesseur Gaston Brière, en charge du dépôt de Brissac. Le 15 octobre, les opérations d'inventaire et de répartition sont terminées, comme l'atteste ce courrier de René Huyghe. Et cette fois-ci, je vais l'utiliser parce que je crois que ni les unes ni les autres ne l'avons exploité. Donc 15 octobre 1941, et René Huyghe dit à Jacques Jaujard: d'après les renseignements que nous ont donnés les représentants de l'administration des domaines, il serait important que la direction des musées nationaux nous envoie des instructions concernant notre mission et notre rôle, car à l'heure présente, nous n'avons reçu que des instructions téléphoniques et notre responsabilité, personne ne pourrait même, dans l'état actuel des choses, se trouver directement engagé. Et c'est vrai qu'il manque quand même pas mal d'informations
Et c'est pourquoi ce document me paraît intéressant, parce que beaucoup de choses se passent par téléphone. Donc, inutile de rechercher des documents écrits. On comprend aussi le contexte. C'est plus facile d'intercepter, évidemment, des informations par écrit que par oral. Et voilà, je disais, ça se conçoit dans le contexte de l'occupation, mais on perçoit aussi le manque d'orientation claire lié à ces séquestres, peut-être aussi, je dirais, et ça c'est important, l'amorce de divergences entre les uns et les autres. Acte 4 de Montauban en Dordogne, le sort des collections de Maurice et Robert de Rothschild dans la France occupée. Alors, quel est le devenir de ces œuvres? Alors, il va y avoir un repli du dépôt de Saint-Blancard dans le courant de l'année 42, qui entraîne une utilisation plus importante des espaces de l'Institut Calvin. Les œuvres provenant du département des collections égyptiennes sont entreposées au rez-de-chaussée de l'établissement. Il y a plein de tergiversations. L'Institut demande la réouverture du centre théologique. Il y a beaucoup finalement aussi on cherche à pouvoir utiliser ces espaces. Et les musées nationaux vont devoir payer maintenant un loyer au domaine à partir de 1942, puis à la fin de l'année 42, puisque les œuvres acquises au sein de ce séquestre sont désormais propriété entière des musées nationaux. 11 novembre 42, invasion de l'armée allemande, invasion de la zone par les Allemands, donc une grande agitation. Donc, et là, j'ai un peu plus de mal à suivre ce qui se passe. En tous les cas, on va déplacer ces œuvres. Alors là, c'est une vue du musée Ingres, parce que malheureusement, je n'en ai pas pour les évacuations du dépôt de l'Institut Calvin. A priori, il est possible qu'elles étaient à un moment hébergées au musée Ingres, mais à vérifier. En tous les cas, elles vont recommencer un périple. Voilà, c'est des photos, c'est pas forcément, encore une fois, le séquestre Rothschild que l'on voit ici, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment les choses se passent. Un nouveau plan avec les châteaux, en fait, cette remontée finalement des œuvres en direction du nord. Il y a sans doute d'autres châteaux à Surac et la Cave qui vont être, à Surac et Loubéja qui ont peut-être été utilisés comme étapes. En tous les cas, a priori, de ce que je peux en comprendre, il va y avoir 2 dépôts principaux pour la mise, en tout cas pour le dépôt de ces œuvres. D'une part, le château de Montal, dont cette fois-ci dont René Huyghe va prendre la direction, et le château de la Traîne, cette fois-ci avec André Chanson. À la Traîne, d'ailleurs, c'est à la Traîne que Lucie Miazoric dit qu'ils ont gommé justement les marques portant la marque des collections Maurice et Robert de Rothschild, suite à justement un conseil donné par un confrère du musée du Louvre. Aussi une petite information que j'ai glanée dans le journal du dépôt de la Traîne, on voit bien, j'ai parlé des tabatières au tout début avec le dépôt, le premier dépôt, on procède à l'ouverture des caisses. Vous voyez là, on est le 29 septembre 1943, donc là on sait que les collections Rothschild sont, en tout cas ces caisses-là, sont bien présentes à la Traîne à ce moment-là. Acte 5, je suis dans les temps. Oui, bon, c'est ma conclusion. Mémoire et contre-mémoire du 6 octobre 1941. En conclusion, il demeure bien des mystères derrière cette photographie. Principal souvenir de cette mission effectuée à Montauban par les conservateurs des musées nationaux et par Jean Porcher. À plus d'un égard, Jacques Jaujard est le grand absent de ce cliché. Il est pourtant le chef d'orchestre de toute cette organisation, de même que le directeur des domaines dont on n'a pas évoqué le nom depuis ce matin, Adéodat Louis Boissard. Le temps des questions est donc venu. Qu'est-il advenu des 2000 plaques de verre emmenées en 1941 par Alexandre Serre à Montauban? Il reste en fait seules quelques rares photos de Montauban sont dans le fond R des musées nationaux, mais elles ne mentionnent ni le nom du photographe, il n'y a pas de négatifs manifestement qui sont conservées. Donc où sont-elles? Elles sont manifestement plus, en tous les cas, au musée d'Yvonne. Elles ne sont pas au département des peintures où j'étais hier matin.
Autre question, pourquoi les musées nationaux n'ont pas préempté que ce qui les intéressait sans envisager une préemption totale? Et là, Viviane, justement, ce matin, nous a dévoilé sans doute une partie de la réponse à travers le rapport de René Huyghe du 15 décembre 1941. C'était vraiment une intention. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de doute concernant l'intérêt porté aux œuvres préemptées, puisque, voilà, à titre d'exemple pour Versailles, l'achat en 2011 du bureau de Marie-Antoinette que j'ai pu vous montrer dans cette présentation, donc anciennement collection Robert de Rothschild, mais également la tabatière que vous avez dû voir en fin de matinée, qui se trouve, que le château a acquis l'année dernière et qui se trouve dans l'exposition du mobilier national. Pourquoi certains musées ont-ils inscrit ces œuvres sur leurs inventaires, à l'instar de Versailles ? Ce qui n'a pas manifestement été le cas d'autres institutions comme le musée de Cluny, vers lequel je me suis tournée il y a quelques semaines. Pavé dans la mare, pardon, mais il faut le lancer. Pourquoi n'a-t-on jamais imaginé la création d'une base séquestre à l'image de la base ERR ? Chercheuses et chercheurs de provenance que nous sommes, voilà, si vous cherchez les tabatières de Robert de Rothschild, vous voyez, j'ai tapé tabatière, vous ne les trouverez pas sur la base ERR, puisqu'elles ont été spoliées non pas par les Allemands, mais par l'administration française. Pourquoi tout cela s'est-il déroulé à Montauban et non dans une autre ville ? Tout cela est sans doute lié à la présence de René Huyghe, de même qu'André Chanson, dont on perçoit pourtant bien moins le rôle, faute d'archives, comme a pu me le confirmer Guillaume Bopp, du Carré d'Art de Nîmes, qui a dressé l'inventaire du fonds Chanson et Mazoric. Et enfin, également sa biographe, Micheline Cellier, et je remercie tous les deux, puisqu'on finalement il n'y a pas beaucoup, à part justement le récit de Lucie Mazoric, on n'a pas forcément d'informations de leur côté. Et en 2001, une plaque à la mémoire d'André Chanson, du résistant, de l'écrivain André Chanson, a été apposée à Montauban en 2001, mais nulle mention liée au Rothschild n'est présente aujourd'hui à l'Institut Calvin. Chères toutes, chers tous, je vous invite cependant à rester donc critique vis-à-vis des récits d'après-guerre, comme celui-ci sous la plume de René Huyghe, publié dans Une vie pour l'art, voilà, qui nous raconte un petit peu sa version des faits. Voilà, je suis en retard, je ne sais pas si j'ai le temps de le lire, mais voilà, oui, j'ai le temps. Alors le principal, voilà, c'est il dit que finalement, c'est vraiment on retombe dans ce discours. C'était une façon finalement de protéger ses œuvres afin qu'elles ne partent pas en Allemagne. Il évoque une convocation par le Haut Commissariat aux questions juives. Il dit, nous convîmes avec Jaujard de suggérer à Vichy de les séquestrer, mais en fait, elles étaient déjà séquestrées par les domaines avant même qu'ils en aient eu connaissance. En tous les cas, c'est l'analyse que je peux en faire. Et il parle de la réception, justement, et Viviane en a parlé ce matin. Quelle réaction, finalement, par rapport à ces mises sous ces préemptions. Il dit, finalement, que Robert de Rothschild a été plus sympathique, puisqu'il a donné, justement, une œuvre une œuvre de Gainsborough, pardonnez-moi, de ses collections, lui demandant au fond qu'est-ce qu'il voulait, et c'est finalement une sorte de récompense qui date de 1947. Et par contre, il dit son cousin Maurice de Rothschild nous envoya alors de lui restituer d'urgence ses peintures, qui immédiatement, sous wagon plombé, prirent le chemin de la Suisse. Elles furent par la suite transférées aux États-Unis, et comme on en discutait hier avec mon collègue et ami Vincent Bastien, il m'a dit mais elles sont pas reparties aux États-Unis, ce qui est vrai, elles sont restées pour la majorité en Suisse. Pourquoi, d'après Maurice de Rothschild, Jean Porcher était-il le plus gentil? Ça, j'ai trouvé dans les archives Jean Porcher à la BNF, le plus gentil, bien plus que tous les autres réunis. Il est grand temps de cesser de brandir un discours selon lequel seuls les Allemands auraient fait main basse sur les collections privées, car tout cela est faux. Les collections des membres de la famille Rothschild ont bien été victimes de spoliation, tant de la part des autorités françaises qu'allemandes.
En conclusion, et cette fois-ci c'est vraiment ma conclusion, grâce à la loi du 21 avril 1945, le résultat de ces préventions s'est révélé hautement vertueux dans le cas des collections appartenant à Maurice et Robert de Rothschild, mais les intentions l'ont-elles toujours été? Nous sommes en droit, plus de 80 ans après les faits, de nous interroger et de nuancer surtout un narratif trop longtemps convenu. Et ce sont des questions que je propose de partager lors d'une table ronde en compagnie d'Olivier Gabet, de Constance Jam et de Sophie Julliard. Merci à toutes celles et ceux, je suis désolée, j'ai peut-être oublié des noms, qui m'ont accompagnée dans cette enquête, car la recherche est une affaire d'équipe. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le temps de questions avant que l'on organise la table ronde. Pardon, j'étais trop vite en besogne. Elisabeth, est-ce que vous pouvez remettre votre caméra, s'il vous plaît? On va passer aux questions. On fait 5-10 minutes de questions. Merci. Claire, bravo pour cette présentation qui était vraiment passionnante. Et du coup, je voudrais bien comprendre à Versailles, pour la tabatière et la table Marie-Antoinette. Donc du coup, ça a été restitué et vous les avez rachetés, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui, oui. Quand Alors 2011 pour la table et l'année dernière pour la tabatière. Et vous avez le grand spécialiste justement de cette tabatière qui est parmi nous, Vincent. Donc si vous avez le moins de questions justement concernant le périple, en tout cas la trajectoire de cette œuvre entre la restitution, je ne l'ai pas dit, mais les restitutions ont lieu entre 45 et 46 pour Maurice et Robert de Rothschild. Et vous avez racheté On les a rachetés. Je Je ne veux pas dire de bêtises. Je veux bien que Vincent réponde pour le... Alors, le bureau de la Reine a été racheté en 2011 dans une galerie et la tabatière a été achetée grâce à la Société des Amis de Versailles en décembre 2025 dans une vente aux enchères publiques à Londres. Vous avez évoqué à un moment donné le conseil d'un service d'effacer toute trace à l'arrière des tableaux. Je crois que vous évoquiez sur les caisses ou sur les... Non, ce sont les marques. Les marques, en fait, il y avait des inscriptions. Alors, je vais reprendre exactement ce que nous dit Lucie Mazouric. En fait, il y avait vraiment des... ça provenait en fait, comme pour les écuries... tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Les caisses Rothschild avaient gardé une bande bicolore jaune et bleue, autant qu'ils m'en souviennent, qui les barrait en diagonale. Nous ignorions la signification de ces bandes et nous n'y avions pas attaché d'importance quand un jour vint nous voir un jeune attaché de mission du département des peintures, plus familier des champs de course qu'aucun d'entre nous. Mais ces bandes, nous dit-il, savez-vous que ce sont les couleurs des écuries Rothschild? Nous fûmes confondus. Dès le lendemain, on grattait, on lavait, on faisait disparaître la moindre trace des couleurs compromettantes. Voilà. Donc ce ne sont pas au revers des tableaux, c'est vraiment finalement comment identifier ces caisses, et voilà, c'était pour qu'elles soient les plus invisibilisées possibles. D'accord, donc à ce moment-là, il n'y a pas une prise de conscience justement de se dire ces caisses... On est en quelle année là? En 43. Ah, en 43, d'accord. Okay. Oui. Après, voilà, je n'ai pas de source archivistique complétant ce témoignage.
Suite à ce qui a été dit ce matin sur l'abondance des législations de Vichy, forcément, puisqu'il n'y avait pas de Parlement, donc l'adage dit on n'a jamais tant légiféré que sous Vichy. Mais évidemment, ça allait du cabinet du président du Conseil au cabinet du maréchal. Mais les lois, à part les lois scélérates, n'ont pas été abrogées. Et la plupart des lois qui légifèrent aujourd'hui, qui protègent les monuments historiques, sont toujours des lois de 40 à 44. Elles n'ont pas été abolies. Alors la question est, il faudrait peut-être un autre colloque de juristes. Alors, je ne suis pas juriste, justement. Je suis historienne de l'art et je voudrais mais pas. Il y a une abondance de lois faites à cette époque dont vous parlez qui étaient au contraire pour protéger l'hémorragie vers l'Allemagne. Et j'aimerais un jour qu'on m'éclaire justement sur cette abondance, cette hémorragie législative. Elle est très intéressante parce qu'après tout, ce ne sont pas des lois scélérates, elles n'ont pas été abolies en 1944. Je vous conseille de vous rapprocher peut-être d'un spécialiste de ces questions, un juriste qui sera mieux armé que moi pour vous répondre. Bonjour, oui, Mao, je suis étudiante à la Sorbonne et en stage avec Madame Bonnotte. Donc j'ai une question pour vous deux. Je voulais savoir comment est-ce que vous expliquez, en tout cas dans la branche des musées et de la culture, le point de vue, enfin le narratif très de résistance et de glorification des personnalités et de l'État français, qui est très, vous l'avez redit, très présent en France, là où il est beaucoup moins présent dans d'autres pays comme notamment la Suisse et l'Allemagne, même maintenant où le discours est... Bon, l'Allemagne, on sait un peu pourquoi, mais notamment la Suisse, où le discours est n'est pas exactement pareil. Voilà, comment vous expliquez ça en France? Merci. Ah oui, Elisabeth. Oui, d'accord. Oui, c'était une question très intéressante, merci. Bon, il y avait beaucoup de travail héroïque, donc il y a beaucoup de vérité dans ces narratives. Tout le travail de Rose Valland, c'était remarquable. Donc, de ce côté, ces narratifs sont bien justifiés. Mais plus globalement, il y a toute l'histoire de la collaboration. Donc, il fallait distinguer les services des musées par rapport au travail de Jérôme Cacopino et d'Abel Bonnard. Et je traite tous ces sujets dans Defending National Treasures parce qu'il y avait de la collaboration. Et donc, le bureau des musées nationaux, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'efforts pour protéger la France et le patrimoine artistique avec beaucoup de courage. Et donc, il fallait le noter. Mais je crois que c'est aussi cette histoire de la collaboration qui a aussi inspiré des mémoires pour célébrer les activités de la résistance. Et ce qui est remarquable quand on fait des travaux historiques, c'est de voir les dichotomie entre les deux, la résistance et la collaboration. Et c'est comme il y avait ces deux côtés. Mais comme Claire a dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de nuances et beaucoup de complexité. Mais pendant cette période d'après-guerre, il y avait surtout cette tendance de regarder les actions comme la collaboration d'un côté ou la résistance. Mais au fil du temps, on voit qu'il y a beaucoup de nuances au milieu de ces deux côtés extrêmes. Oui, je compléterai aussi par peut-être prendre conscience aussi de la personnalité justement de ces personnalités. On a dit justement qu'il y a une continuité, Elisabeth, vous l'avez dit, entre ce personnel qui est finalement là pendant la guerre, qui est là dans l'après-guerre. Et une anecdote qui me fait beaucoup rire, c'est Germain Bazin, avec beaucoup d'humilité, qui écrit dans l'Exode du Louvre. Au fond, la France aurait sans doute gagné... on n'aurait pas eu la débâcle si l'armée française avait été aussi bien préparée que les musées nationaux. Et en fait, en écoutant ça, on a tout compris. On est vraiment dans un discours de vainqueur. Sinon, aussi en deuxième réponse, j'évoquerais
voilà, même si on s'écarte du terrain, des musées, du milieu artistique, c'est Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls de 1971 et la réaction du général de Gaulle justement par rapport à ce documentaire qui allait un peu contre, au fond, voilà, ce discours de vainqueur et on était tous des résistants et voilà, c'est plus facile. Je sais pas, je pourrais même utiliser la chanson de Zao de Sagazan, il fait toujours beau au-dessus des nuages. Voilà.